On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Saviez-vous qu'on brasse de la bière du côté de Farnham? C'est assez récent, à moins de 2 mois. Une belle brasserie là, qui est là et on reçoit l'un des copropriétaires dans quelques instants. Donc, si vous aimez la bière, restez des nôtres. Mais d'abord, on vous parle du Parc Rémiard, les résidents qui vivent, les 750 résidents qui vivent vraiment l'enfer depuis 2008 avec un problème d'accès à l'eau potable. Là, il y a peut-être de l'eau potable qui va arriver à leur maison mobile, mais encore là, combien ça va coûter? Ça, c'est la grande question. On reçoit des résidents à l'instant. Depuis plusieurs années maintenant, on entend parler de la problématique de l'accès de l'eau potable au Parc Rémiard. Qu'on appelle, grosso modo, c'est un parc d'unités de maisons mobiles situé à l'extrémité de l'Acadie-Saint-Luc quand on est sur la route 104 et qu'on se dirige à la prairie. C'est un sujet qui fait l'objet d'ailleurs de plusieurs enjeux à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça a même changé de propriétaire, non pas les unités de logement, mais bien le terrain en tant que tel, dont le détenteur s'appelle aujourd'hui Park Bridge. Il y a eu une élection municipale il n'y a pas très longtemps où ça a été évidemment l'un des enjeux qui a été discuté. Il semble qu'on soit en voie d'une solution, mais la grande inconnue, c'est combien ça va coûter. 3 invités pour en parler, 3 résidents du Parc Rémiard. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Chantal Mascotte. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Jean-Jacques Piché. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Jean-Guy Gratton. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, évidemment, aux 2 extrémités, ça fait quand même assez longtemps que vous êtes dans le Parc Rémiard. Vous, monsieur, ça fait à peu près 2006 que vous résidez au Parc Rémiard. Mais je vais commencer par vous, Mme Mascotte. Ça fait combien d'années qu'il y a une problématique d'accès à l'eau potable au Parc Rémiard? La première avis d'ébullition a été envoyée le 9 avril 2008. Alors, la problématique a commencé, disons, à cette date-là. On s'est aperçu qu'il y avait un problème un petit peu avant, mais on n'avait comme pas d'idée exactement c'était quoi le problème. Quand on a reçu la première avis d'ébullition, on a tous compris qu'il y avait un problème. Plusieurs avaient de l'eau qui était trouble. M. Gratton, notamment, du sable dans son eau. Surtout quand c'est pas agréable de prendre une douche avec du sable. Oui, j'imagine. C'est ça. Alors, on a constaté, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu vraiment d'amélioration ni de différence. Donc, de 2008 à aujourd'hui, votre meilleur ami, c'est la bouteille d'eau. C'est la bouteille d'eau. Pour la consommation, mais Oui. pour le lavage et pour la douche, il arrive quoi? Le lavage, on y va selon l'odeur. Selon l'odeur? Oui, parce que si ça sent le chlore, on ne l'utilise pas, puis on le voit après une douche. Si on prend une douche, on le voit à ce moment-là, c'est automatique, ça sent le chlore ou ça sent le soufre, ça sent les œufs pourris. Ou mes enfants me disent, bien maman, à 3h30 l'après-midi, ah, mais maman, il y a du sable dans l'eau est jaune ou elle est rouge ou il y a différentes couleurs. À ce moment-là, bien, pour le lavage, on n'en fait pas, on s'en passe. Bon, vous êtes dans le Parc Rémiard depuis quoi, 89? 88. 88, puis vous, monsieur? 90. 90, donc à peu près le même temps. Entre 89, 90 puis 2008, là, vous étiez alimenté de quelle façon en eau potable chez vous, M. Gratton? Moi, je veux dire, depuis l'ébullition d'eau, j'ai commencé à acheter de l'eau. Depuis l'avis d'ébullition? Oui, même, mais avant même un petit peu. Ouais. Je vous dirais 6 mois avant. Là, Je vais préciser ma question. Dans les années 90, là, ou dans les années début 2000... non, la problématique n'était pas en tant que telle. La Donc, vous aviez problématique une était qualité, plus une c'est question ça? de pression d'eau, mais la qualité de l'eau était là. Mais vous avez un réseau d'aqueducs. Un réseau interne. Autrement dit, c'est fourni anciennement par des puits. Maintenant, les puits sont plus capables de fournir, dû à la qualité de l'eau, première des choses. Maintenant, c'est des camions citernes qui viennent livrer l'eau dans le réservoir. OK. Donc, c'est un réseau interne. Donc, Oui. c'est pas branché sur le réseau d'aqueduc de la ville. Non. 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 Mais c'est pas un système de puits non plus. C'est-à-dire où c'est comme Plus maintenant. Plus maintenant. Non. Dans le fond, puis je prends votre exemple à vous parce que vous êtes là depuis 2006. Donc, vous avez acheté, puis 2 ans après, les problèmes ont commencé. Oui, bien, disons que quand on est arrivé en 2006, la première constatation problématique qu'on a eue, c'était la compagnie Les Propriétaires. Je comparais, moi, la compagnie Park Bridge comme la compagnie de train, comme le désastre qu'il y a eu à Mégantic. C'est le même genre, ils ont le même pattern de gestion. Ces gens-là, écoutez, on a vécu certaines choses on est sous l'ordre de la confidentialité. Il y a des choses qu'on aimerait dire, mais qu'on ne peut pas. Mais une chose qui est certaine, ces gens-là ne sont pas
de bonne foi. Bon, parce qu'en fait, le parc Rémiard, autrefois, ça appartenait à la famille Rémiard. Oui, Oui. Donc, le parc comme tel a été vendu à Parkbridge. en décembre 2005. C'est quoi ça comme compagnie, Parkbridge? Oh mon Dieu. Nous, là, ça nous a été drôlement présenté. Quand le parc Rémiard a été vendu, c'est M. Rémiard qui nous a avisé que le parc Rémiard avait été vendu parce qu'on continuait à aller payer notre location de terrain aux maisons usinées Rémiard. Alors, on se présente, puis on nous dit, ça a été vendu, c'est plus nous qui s'en occupons. OK. Je dis, on fait quoi? On va où? On fait ci? Où on va? M. Rémiard, il dit, bien, je vais faire le suivi parce que je m'aperçois que le suivi n'a pas été fait. On a reçu une note, une belle lettre de Noël, là, nous disant, bon, bien, la compagnie, les maisons usinées Rémiard ont été vendues à la compagnie Parkbridge et vous devez aller payer vos terrains à tel endroit. Ça a commencé comme ça. Et cette compagnie-là, elle fait quoi dans la vie? C'est quoi ses actifs? C'est quoi ses activités? Ça appartient à qui, ça? C'est dur à comprendre le pattern de cette compagnie-là parce que leurs actifs ont été rachetés par une autre compagnie qui vient de la Colombie-Britannique qui s'appelle la British Columbia, qui se trouve en même temps à gérer des fonds de pension des employés d'État de la province de la Colombie-Britannique. Ils achètent des compagnies, cette compagnie-là, des compagnies qui peuvent aller en faillite. Puis ils ont acheté les actifs de Parkbridge. Puis de savoir vraiment les dirigeants de la compagnie Parkbridge, On n'en a aucune idée. aucune idée. Ils nous disent du monde que vous ne connaissez pas. Là. Exactement. Exactement. Puis on est conscient qu'on va avoir une facture à payer pour quand l'eau va venir. Mais notre grande inquiétude, étant donné le comportement de la compagnie. Oui. Je reviens à vous, M. Gratton, parce que si l'eau était relativement stable dans les années 90, début 2000, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'eau devienne problématique chez nous? Ils ont tenté de rectifier le problème. Je ne sais pas, il y a eu des analyses d'eau. À un moment donné, ils se sont aperçus que l'eau n'était plus conforme. Ils ont tenté avec des chlorinateurs automatiques, ainsi de suite, afin d'améliorer l'eau. Je me rappelle qu'au début, quand on a commencé à former l'association, moi et Mme Scott, on a fait faire des tests d'eau. Chantal s'en est occupée. Est-ce qu'il y a eu des travaux? Il s'est passé quoi? Ils ont essayé, ils ont joué avec les puits. Ils ont joué avec les puits qui étaient déjà existants. Puis quand l'eau sentait le corrompu, puis c'est là qu'on écoute de l'eau parce qu'ils avaient fait des travaux, ils faisaient des modifications. Oui, c'est ça. À l'été 2006, ils ont fait des travaux dans le bassin. On l'a vu. On a eu certaines journées, quelques heures d'interruption de l'eau courante au robinet à la maison. C'est après ça qu'on s'est aperçu que l'eau s'était encore plus détériorée. Alors, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi qu'à l'époque de M. Rémiard, tout allait bien. Tout allait bien, on pouvait s'en servir. C'était quand même de l'eau de pluie, on s'entend, mais au moins on pouvait faire de la soupe et s'en servir au robinet sans problème. Pas de problème dermatologique, aucun problème. Tout à coup, vers 2007, je vous dirais plus vers l'été 2007, plus vers la fin de l'année 2008, tout d'un coup, là, ça change. On a des avis d'ébullition. L'eau, on s'apercevait qu'au robinet, il y avait une très grande différence. Ils ont joué comme je vous disais, pour la coloration, la couleur de l'eau, l'odeur. Là, donc, vous avez commencé à faire des démarches et tout ça, à vous former un comité. On a commencé à s'informer aussi. À vous informer parce que vous êtes 291 unités, donc à peu près 750 personnes de toucher, ce qui est quand même beaucoup de monde. Oui. 2008 à 2013, là, ça fait comme pas mal longtemps. Vous devez être pas mal tanné, j'imagine, exaspéré. C'est difficile, oui. On lâche pas. Mais je retourne à vous, M. Gratton. C'est quoi les recours que vous avez à l'égard de cette compagnie-là? Parce que là, je sais que, bon, la Ville essaye de quoi, qu'on va y revenir, là. Mais c'est quoi les recours que vous avez à l'égard du propriétaire des lieux qui ne vous donne pas le service auquel vous avez droit? Bon, les recours en tant que tels, on est obligé de faire affaire avec un avocat pour essayer de défendre nos droits. Puis maintenant, il y a des choses comme monsieur a élaboré tout à l'heure, on ne peut pas divulguer parce qu'on est encore... Il y a du huis clos là-dedans. OK. Il y a encore de la négociation. Oui. Moi, je suis la gestionnaire du dossier avec l'avocat. OK. Alors, moi, je fais la gestion du dossier. C'est sûr que, comme je vous dis, il y a des notions de huis clos. On ne peut pas tout divulguer. Malheureusement, la compagnie Parkbridge ne collabore pas beaucoup dans ce dossier-là. Il y aurait eu la chance, le 4 septembre 2013, il y aurait eu la chance de négocier avec nous. Parce que là, nous, on doit acheter de l'eau embouteillée. Depuis 2008. Depuis 2008. Même avant. Il n'y a personne qui nous a offert de l'eau. On a tenté quelques fois au conseil municipal d'aller quelque part s'approvisionner en eau.
Au moins pour remplir notre eau. Ça, c'est Non, l'autre question. Pas du tout. Comment la Ville peut-elle vous aider? Là, ce que je comprends, c'est que la Ville peut amener l'eau au parc, puis que là, c'est les propriétaires riverains qui payent pour les infrastructures. Jusque-là, ça va. Oui. Mais là, au final, dans le fond, c'est Parkbridge qui va payer à la Ville, mais on ne sait pas ce que Parkbridge va vous refiler comme facture. Non, Ça, c'est le bout qu'on ne sait pas. Exactement. C'est ça. Moi, j'ai C'est ça quand qui est notre même... inquiétude. C'est ça. On a eu un communiqué de Parkbridge le 1er novembre. Curieusement, là, 2 jours avant les élections. Avant l'élection. Ouais, la journée C'est ça, curieusement. Nous disant qu'à l'hiver, quelque part au début de l'année 2014, Parkbridge et la Ville vont nous rencontrer, vont rencontrer les résidents. Sauf que l'appel d'offres est sorti le 21 octobre 2013 Ouais. pour le prolongement de l'aqueduc le long de la 104. La compagnie Parkbridge s'est exclue du règlement d'emprunt. Ce Ouais. qui veut dire qu'on n'a aucun droit de vote, aucun droit de regard sur les coûts à Parce l'intérieur qu'elle, du parc la compagnie régnal. paye cash, là, c'est ça, dans le fond? C'est c'est ça. ça. Alors, Ouais, on c'est n'a ça. aucun droit de regard. Ça veut dire qu'eux vont nous rencontrer. Notre inquiétude, c'est ils vont nous rencontrer quelque part à l'hiver 2014, si ça se fait, on s'entend. Après coup, tout va être fait, tout finalisé, les ingénieurs, la ville, tout va être finalisé, puis nous, après, ils vont nous rencontrer et dire voici, ça vous coûte tant. On n'a aucun droit de regard. On s'entend que juste pour le prolongement de l'aqueduc le long de la 104, selon les documents, c'est près de 5 millions de dollars. Est-ce que la Ville peut ou est capable d'en faire plus, ou est-ce que la Ville légalement est limitée? Visiblement, vous n'avez pas beaucoup confiance en Parkbridge, là. Donc, Non. La mais la Ville non plus, La parce Ville, que, nous, écoutez, on voudrait on a en des- faire notre allié, Ouais. mais la Ville nous dit constamment, c'est privé, on ne peut pas Ah s'en ouais. c'est occuper. piché. Oui, en plein ça. Moi, ce que je voudrais un peu parler, là, de dire que quand que moi et Mme Scott, on est allé demander de l'aide à la Ville par rapport à l'eau, on est privé. Là, au Québec, ça suffit, là, de dire aux citoyens qu'on paye des taxes, on est privé, puis on ne peut pas nous aider, ça ne tient pas la route, là. À un moment donné, il y a des limites. Ça me fait penser, je vais vous donner un exemple rapidement, quand il y a eu les fameux concours des minimis. Tout le monde était scandalisé de ça pour l'âge des enfants de ces concours-là. La ministre Maltais a répondu « on ne peut pas rien faire, c'est privé ». Ça n'a aucun bon sens à répondre des questions comme ça de la part de nos élus. M. Gratton, à vous le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, ce que j'en ai Payeur rien, de c'est que c'est une compagnie, c'est des gestionnaires qui sont là pour faire de l'argent, première des choses, parce qu'on le voit d'après les... Ils sont allés chercher un montant d'argent à nous refiler, à payer, comme des frais environnementaux. Ouais. Puis la première fois, ça a bien passé, oui, d'accord. Ils ont fait une nouvelle tentative encore. Ça veut dire que c'est encore un autre surplus sur le premier, plus le loyer. Disons qu'on est pris, on est content d'avoir de l'eau potable qui s'en vient, il faut se le C'est dire. ça. Mais à quel prix? Ça, c'est la grande question. Ben, vous trois, merci beaucoup. Bien, merci. On aura sûrement Merci l'occasion beaucoup. de vous réinviter, peut-être au retour des fêtes, pour voir un peu comment ça va virer, tout ça, puis essayer de voir et de vous souhaiter une solution rapide. Merci bonne beaucoup. idée. Bonne Merci chance. beaucoup. Merci. 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 Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de bière. On brasse maintenant de la bière pas très loin d'ici. C'est à Farnham. Ça s'appelle Farnham Ale and Lager. Avec nous pour en parler, l'un des 4 copropriétaires, Hugues Ouellette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous d'où vient l'idée de brasser de la bière à Farnham. Qui a été l'initiateur du projet? Ça a commencé il y a un petit bout. Moi, j'ai démarré une entreprise il y a 8 ans et un de mes copains qui est brasseur, lui aussi avait démarré sa propre entreprise de brasserie. À l'époque, c'était Brasseurs et Frères qui était établi à Denham. Oui. Et moi, j'avais démarré la Fromagerie des Cantons en même temps. Donc,
On se rencontrait lors des rencontres régionales, CLD et tout. Et à ce moment-là, lorsqu'on démarre des entreprises, on est plus ou moins en moyen. Donc, lui aimait bien le fromage, j'aimais bien la bière et on a commencé à faire du troc pendant plusieurs années. Maintenant, il s'est départi de son entreprise il y a quelques temps, il y a quelques années. Et je vous dirais qu'il y a 2 ans, l'idée a ressurgi en lui de vouloir repartir un projet de brasserie. Je suis un amateur de bière, donc ça m'intéressait de pouvoir justement participer à ce genre d'entreprise-là. Et on a commencé à regarder le projet tranquillement. Et comme tout projet, on commence tranquillement, puis il aboutit, puis on ne sait pas comment. Donc, tout simplement, on s'est, moi et lui avait beaucoup de connaissances dans le milieu aussi, donc avec un partenaire de Saint-Georges-de-Beauce, parce qu'il avait fait un contrat à l'époque pour monter un brewpub là-bas, monter les recettes, former le brasseur et tout. Ce qu'il a fait, le propriétaire a bien aimé et puis lui cherchait à pouvoir aller un peu plus loin, donc pouvoir fabriquer pour vendre au détail et tout. Et ensuite, un 4e partenaire s'est inclus dans notre groupe. Le type, il est représentant des ventes dans une grosse compagnie de produits de lavage et d'assainissement au Canada. Donc, beaucoup d'intérêt du côté agroalimentaire. Lorgnais peut-être, brasserie, fromager, etc. Et là, l'opportunité s'est présentée. Donc, on a commencé à se rencontrer. Ça l'a cliqué, si on peut dire, entre les 4. Et le projet a continué. Au fur et à mesure, on a commencé à voir, bon, quel genre de bière on voudrait faire, dans quel format, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, quelles sont les tendances nord-américaines, l'Ouest canadienne. On les connaît bien au Québec, mais ailleurs, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui se fait en Europe aussi? Donc, voir la tendance qui se faisait et par rapport à la tendance, est-ce qu'il y avait une place pour nous ici? Donc, c'est... Et visiblement, vous avez répondu oui. Oui, la tendance s'en allait vers le produit de canette en tant que tel. Oui. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de connaisseurs, évidemment, de bière qui veulent des produits très, très typés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui désirent une bonne bière accessible. Donc, différent des grands industriels, voulant aller dans l'artisanal. Donc, nous, on s'est dit, on n'ira pas se battre dans une niche qui est déjà très accaparée et qui n'est pas énorme non plus. Pourquoi avoir fait le choix de s'installer à Farnham? 2 sur 4 des actionnaires demeurent là à Farnham. Donc, ça part déjà très bien. Et puis, par la suite, c'est un nom qui est un peu global. Donc, si on fait des recherches, Farnham, il y a quelques villes à travers le monde et ont à peu près tous leur microbrasserie aussi. OK. Donc, c'est un cheminement qui peut se faire et on voit une vision qui... Et on voyait que c'est un nom qui se véhiculait bien. C'est sûr, pour les gens de notre coin, c'est peut-être... ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour les gens de Montréal, Québec, etc., bien, Farnham, pour eux, ça peut être un petit peu exotique. Ça peut être... ça va piquer la curiosité, disons. Bon, là, vous êtes ouvert, techniquement, depuis quoi, le 26 septembre? Tout à fait. Donc, on a ouvert on a commencé à servir nos premières bières au pub, parce que les gens peuvent consommer sur place. On a un salon de dégustation. Vous êtes à quel endroit, Farnham? On est sur le boulevard Normandie. Donc, c'est pas sur la grande rue, étant donné que ça prenait un espace industriel. Comme on fait la transformation pour la revente, c'est pas juste du commerce sur place. Donc, le zonage, c'est très important. Et en même temps, le terrain est adjacent à la fromagerie. Donc, on a allié 2 attraits agrotouristiques pour les gens qui viennent nous voir. Et je dirais jusqu'à maintenant, on a bien misé. Quelle est la réception du public? Parce que d'ailleurs, nous ici, c'est l'un de nos... en fait, notre sonorisateur, Sylvain, qui a assisté à votre porte ouverte, qui avait vu l'affiche au Halles Saint-Jean, probablement dans la boutique de Patrick Charbonneau, qui vend de la bière au Halles, je présume, là, qui fait découvrir toutes sortes de bières. Je le salue en passant. À date, c'était quoi la réception des gens là, en l'espace de 2 mois à peine? Je vous dirais qu'elle est excellente. Au-delà de ce que l'on pensait, à vrai dire, on l'espérait. On espère qu'on ait un gros départ, que les gens... Et je vous dirais que les gens nous attendent. Le gros atout, on avait quelques atouts. Le premier atout, c'est le brasseur en tant que tel. Ouais. La personne qui fait la bière, Jean, est un homme d'expérience. Il est reconnu dans le milieu. C'est un petit milieu. Donc, lorsqu'on allait voir les boutiques spécialisées,
comme ici au Hall à Saint-Jean, c'était relativement facile. On n'était pas obligé de tout décrire et d'emmener des échantillons et tout. Vraisemblablement, ça l'a bien passé et je vous dirais que à la grandeur du Québec, ça va bien présentement. Donc. Parlons de bière. Donc, il y en a 4 sortes, hein, c'est bien ça. Quel est le lien entre la sorte de bière et le chiffre sur la canette? 12, 27, 35, 64, c'est quoi le lien avec les chiffres? Bien, premièrement, on voulait s'éloigner au niveau des noms de nos bières, de tout ce qui est légende, tout ce qui est sorcière et tout. Ouais. Il y a eu un début initialement, puis qui a été très bien, mais présentement, Pas trop compliqué. on voulait faire ça simple. Donne-moi une 35, c'est ça? Oui, c'est toujours une vision globale. Et je vous dirais que le chiffre que vous voyez représente l'indice d'amertume dans la bière. Donc, on est capable de mesurer, ça s'appelle l'IBU, l'International Bitterness Unit, et cet indice-là part de 0 jusqu'à 200. Je vous dirais que passer 112, 115, C'est pas mal amer. vous souriez, puis ça vous tente pas nécessairement. Je peux comprendre. Avec 64, c'est comme limite, là. Ouais. C'est une bonne bière, bien balancée. Foncée, à ce moment-là? Est-ce que plus le chiffre est élevé, plus elle est foncée? Pas nécessairement? Pas nécessairement, OK. effectivement, parce que je vous dirais que la 35, c'est une ambrée et va être une petite affaire plus foncée que la 64. Bon, moi, personnellement, j'aime beaucoup les canettes. Je trouve que la bière est meilleure en canette qu'en bouteille. Ça, c'est personnel. Deuxième chose, je constate que vos canettes, que le dessus, c'est comme une capsule qui est en plastique ou je ne sais trop. Bref, comment on ouvre une bière? Ou c'est juste- Relativement ou simple, c'est une clip. Ah, tout simplement. OK, donc c'est juste pour attacher le kit, là. C'est pour attacher OK, le kit Je comprends. et garder le goulot toujours propre aussi en même temps. Bien, c'est ça aussi qui m'intriguait, là, parce que ça, j'ai jamais vu ça, très honnêtement, là. Parfois, on a des trucs, les courroies en plastique, là, qu'on a normalement. On peut la reclipper après, là. Une fois qu'elle est vide, vous la reclippez, vous en prenez une autre. Lorsque vous la Mais le retournez, dessus c'est est toujours toujours pratique. propre. Toujours. Toujours, toujours. Ça, c'est posé immédiatement que le sertissage. Lorsque le sertissage est fait, on en prend 4, on les clip, et à ce moment-là, ça demeure. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas rien qui peut rentrer là-dedans. Puis là, je vois, bon, India Pale, Bitter, Pilsner, puis l'autre, c'est une Hefeweiser, c'est ça? Hefeweizen. OK, Hefeweizen. Qu'est-ce que c'est? La 12, là. La Oui. 12, premièrement, c'est une blanche de blé allemande. Donc, plutôt que faire une blanche belge comme plusieurs font, nous, on est allé plutôt du côté allemand. La caractéristique, c'est que vous allez avoir des goûts et arômes plus de banane. C'est un jeu de levure à l'intérieur qui va se faire. La Pilsner, c'est une bière d'inspiration tchécoslovaque. Donc, va être légèrement amère, un petit goût caramel. La 35, c'est une ambrée anglaise. Donc, c'est une better. C'est un peu la bière commune des Anglais. Comme une Newcastle, quoi? Ou... Ça ressemble à ça. OK. Ça, j'allais Mais plus pas de vers la... Guinness, là. Non, Pas on de n'est pas dans Guinness, les là. noirs OK. du tout. OK. Donc, elle va être un petit peu plus amère avec un goût de caramel en fond de bouche. Et la 64, c'est une IPA américaine. Donc, elle va être beaucoup plus maltée, beaucoup plus houblonnée. Donc, le goût de l'amertume va sortir plus en fond de bouche. Donc, on y va en gradation et puis sans faire de comparaison dans ce qui se fait dans le marché, mais on va ratisser large au niveau des amateurs de bière avec ces... Là, pour votre première année d'opération, vous voulez produire combien de canettes? Puis deuxième question, à quel endroit êtes-vous distribué? On avait un objectif initial de 200 caisses par semaine. Une caisse, il y a combien là-dedans? Il y a 24, OK. il y a 24 canettes. C'était notre objectif. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir... Et je vous dirais que présentement, on a une cadence optimale de 550 caisses par semaine. Par semaine? Par semaine. Présentement, on est à 350 et on ne fournit pas. Par semaine, c'est de la bière, Oui. ça, là. Je peux vous dire qu'il s'en boit de la bière au Québec. Et votre usine a une capacité de quoi, là? Présentement, on a une capacité de 550 caisses par semaine avec l'équipement qu'on a, mais elle est pensée pour monter jusqu'à 1500 Bon. caisses. Et comment êtes-vous distribué et où? Bon, on a 3 personnes sur la route, des gens d'expérience qui ont déjà vu le milieu de la représentation. Je vous dirais que présentement, tout ce qu'on veut faire, c'est aller dans les endroits spécialisés, comme ici au Hall, à Saint-Jean. Il y a plusieurs endroits à Montréal, à Québec, sur la Rive-Sud. On veut percer le milieu des bars et restaurants, parce que c'est quand même un milieu intéressant. Il y a une place ici à Saint-Jean, le Novemberg, qui prend nos Oui, produits. c'est vrai, oui. C'est un milieu qui est très compétitif,
Mais quand même, on arrive avec un produit qui est différent. Le look est différent. Il est intéressant et aussi, il est bon à boire à l'intérieur. Donc, beau look, bonne bière, ça fait un beau mélange. En terminant, êtes-vous dérangeant pour l'industrie? Parce qu'il y a bien du monde là-dedans aussi. Là. Je vous dirais qu'on a, moi, en allant faire une livraison dans certaines boutiques, on a eu un beau commentaire. C'est-à-dire que dans le milieu de la canette, présentement, on est en train de s'établir comme étant une référence côté artisanal. Il n'y en a pas beaucoup, mais on sait qu'il y en a qui s'en viennent. Il y en a plusieurs qui en parlent. Nous, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on démarrait de zéro. Donc, on a été chercher des installations de fine pointe, de première qualité, et choisir l'embouteilleuse ou la canneuse, pour nous, c'était pas un problème, parce qu'on ne l'avait pas. Mais ceux qui l'ont, faire le changement, financièrement, J'imagine. C'est un autre pari. Bien, Hugues Ouellette, merci beaucoup. Donc, on ira vous voir du côté de Farnham ou encore acheter vos produits aux différents endroits que vous avez nommés tantôt. Merci beaucoup. Merci, puis bonne chance dans votre projet. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle que la réglementation sur le stationnement de nuit entre en vigueur dès le 1er décembre entre 23h et 6h, mais vous avez le droit de stationner quand même la nuit s'il n'y a pas d'opération de déneigement. Mais il est de votre responsabilité de vérifier sur Facebook, Twitter, le site web de la Ville ou de vous abonner aux alertes SMS pour recevoir le message lorsqu'il y a une opération de déneigement. Et à ce moment-là, la réglementation est en vigueur. À demain. Bye-bye.